Bonjour, bonjour à tous. Merci de regarder Gabon Première. Bienvenue à ce numéro 2 de votre émission d'information et de divertissement, l'entre-deux. 5 minutes de retard, nous demandons pardon et nous saurons nous faire excuser avec un menu alléchant. On parlera de sport dans cette édition. On parlera également de culture avec un invité que vous découvrirez tout à l'heure. Dans quelques instants, on aura le débat du jour. Aujourd'hui, il s'agit de parler des programmes télé. Quel programme télé pour nos enfants? C'est donc la question qui est posée, c'est le débat et vous pouvez participer, vous le savez, via les réseaux sociaux. Tout ça, c'est le menu, on verra tout à l'heure. Pour le moment, place à une petite rétro-actu, c'est dans la rubrique Flash Actu. Flash Actu de ce 17 janvier 2018. Bonjour. Inauguration hier par le chef de l'État gabonais du nouveau palais polyvalent des sports de Libreville, situé dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise, un joyau architectural, œuvre d'une entreprise chinoise qui voit ainsi le jour après 8 mois. Accouchement normal quoi. Le président Ali Bongo a donc pu faire une visite guidée des lieux, tenter quelques matchs. Par contre, niveau panier, quelques entraînements sont encore nécessaires, hein, monsieur le président. En tout cas, niveau cool attitude, c'est un 10 sur 10 au premier sportif gabonais. Et puisque nous parlons de sport, selon la presse britannique, l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang aurait trouvé un accord avec le club anglais d'Arsenal, en remplacement du Chilien Alexis Sanchez en route pour Manchester United. Non retenu lors de la réception de Wolfsburg dimanche dernier, l'attaquant gabonais aurait été sanctionné pour avoir zappé une réunion. Le quotidien allemand Bild déclare que l'attaquant du Borussia aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir. Seul obstacle, le transfert estimé à plus de 56 millions d'euros ne recevrait pas l'assentiment de Arsène Wenger, coach d'Arsenal, qui ne serait pas très séduit par le comportement du Gabonais. Affaire à suivre. À Libreville, gros coup de filet de nos forces de police. Des dealers d'un autre genre ont été saisis en possession de produits illicites. Les fameux cobolos. Tramadol, de son nom pharmaceutique, ont été saisis entre les mains d'une bande d'élèves d'un établissement secondaire de la place. Une situation qui commence véritablement à inquiéter. La sonnette d'alarme est désormais tirée, mesdames et messieurs des pouvoirs publics. Hors de nos frontières, la baguette française aurait-elle une chance de faire son entrée dans le cercle prestigieux du patrimoine immatériel de l'UNESCO? En tout cas, la candidature de la star internationale des boulangeries est vivement soutenue par le président français en personne. On a envie de croire que le prochain sera, pourquoi pas, un manioc teke ou au bamba, ou encore un savoureux odika. Et pour finir, la marque H&M a fermé ses magasins dans certaines villes sud-africaines et retiré la fameuse photo problématique des réseaux sociaux. Le singe, le plus cool de la jungle. La dernière ligne du sweatshirt pour enfants, qui était illustrée par un petit garçon noir, a soulevé un vent d'indignation internationale. Mauvaise stratégie publicitaire ou recherche de buzz, toujours est-il que c'est pas de sitôt que la marque refera des recettes au sein de la communauté noire. C'est tout pour ce Flash Actu de ce mercredi. À demain pour un nouveau numéro. Pour plus d'informations, et vous avez remarqué, on a parlé de l'inauguration hier par le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ndimba, de ce palais polyvalent des sports. C'était la veille, puisqu'elle a démarré aujourd'hui la Coupe d'Afrique des Nations de handball, messieurs, la 23e édition. Et pour en parler sur ce plateau, je vais me lever pour accueillir notre consoeur du service des sports, Frédéric Nancy Pagna. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Faites comme chez vous. Bienvenue dans l'entre-deux. Alors, la journée d'hier a été marquée par cette inauguration avec la visite des lieux par le chef de l'État.
c'est aujourd'hui, vraiment, comme on dit, voilà, on est en plein dans la fête là aujourd'hui. Le service des sports, pas des courses, moi je reviens du gymnase. Oui, bien sûr, on ne va pas vous retenir, juste peut-être nous dire les poules, revenir sur les poules qui sont en compétition. Quelles sont les rencontres? On sait que le Maroc devait jouer, peut-être est en train de jouer, et le Gabon tout à l'heure, bien sûr, en grand match. L'inauguration. Voilà. La compétition, il y a 2 poules de 5 équipes. Dans la poule A, on a Tunisie, l'Algérie, le Cameroun, le Congo et le Gabon. Et dans la poule B, on a l'Égypte, l'Angola, le Maroc, la RD Congo et le Nigeria. Alors tout à l'heure, il y a eu des rencontres. C'est un peu tôt, 9h, mais on comprend un peu parce qu'il n'y a qu'un seul gymnase. Donc à 9h, il y a eu Angola, Nigeria avec la victoire de l'Angola, 28-16. Ensuite, il y a eu l'Algérie, Cameroun, 31-23. J'ai envie de faire une petite remarque sur cette rencontre. Le Cameroun était un pays qui défend beaucoup, qui mise son jeu sur la défense. Et prendre d'entrée de jeu 31 buts, peut-être que le moteur n'est pas encore lancé, mais on espère que... Ou alors c'est peut-être une stratégie aussi, peut-être. Peut-être qu'elle n'a pas réussi à défendre contre l'Algérie, mais le Cameroun prendre 31 buts, ça n'arrive pas très souvent. Même si c'est pas une très très grande nation de hand, mais on sait que c'est un pays qui mise beaucoup sur la défense. D'ailleurs, dans son équipe, il y a énormément de militaires. L'équipe de FAP, oui, bien sûr, l'équipe de FAP des forces armées. La sélection camerounaise, exactement, est composée d'une majorité des joueurs de FAP. Alors, actuellement, il y a la rencontre Maroc-Égypte. Voilà. L'Égypte, c'est le tenant du titre. Il a remporté la CAN, organisée à domicile en 2016. Le Maroc, c'est un peu l'enfant terrible du handball dans le Maghreb. Parce que quand on regarde dans le Maghreb, on remarque que toutes les autres nations sont déçues de celle du sud du Sahara, sauf le Maroc qui traîne, le petit poussé, je voulais dire. C'est le Maroc qui traîne un peu les pas. Bon, après la cérémonie, justement, à 17h, on aura cette rencontre Gabon-Congo en ouverture. Alors, on va reparler tout à l'heure de cette rencontre-là. Peut-être un petit clin d'œil aux favoris. On parle notamment de l'Angola, on parle également de l'Égypte, pays tenant du titre. Est-ce qu'il y aurait d'autres favoris dans cette... Vous savez, en handball, c'est un sport de main. Contrairement au pied, la main, elle est précise. L'histoire du handball se répète toujours. En 22 éditions, là on est à la 23e, il n'y a que 3 pays qui ont remporté la CAN. Voyez-vous, il y a l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. C'est difficile de réécrire l'histoire. Bon, après, ces dernières années, il y a des pays qui ont réussi à s'insérer dans le podium, notamment l'Angola. C'est le pays au sud du Sahara qui est assez constant. C'est un peu plus difficile pour les autres qui jouent de temps en temps un quart de finale, mais c'est difficile de rentrer dans le dernier carré. Donc clairement, pour cette CAN encore, les favoris, c'est l'Égypte, c'est la Tunisie, l'Angola, mais pas seulement à cause de l'histoire, mais aussi à cause de la préparation qu'a eu ces pays. La Tunisie s'est mieux préparée. La Tunisie, l'Égypte et l'Algérie se sont mieux préparés que les autres nations. Ce sont des pays qui ont des championnats professionnels. C'est-à-dire que tout est réuni pour qu'ils jouent toujours les premiers rôles en Afrique. D'accord. Rappelez-nous un peu au niveau du Gabon, on reparle du Gabon, parlez-nous un peu de la préparation. C'est vrai que le match c'est tout à l'heure, comme vous le dites, c'est un jeu où les dés sont plus ou moins déjà jetés, mais quand même, est-ce qu'on pourrait avoir des espoirs avec l'équipe gabonaise? J'ai envie de revenir au tirage. Quand le Gabon fait le choix d'aller, parce qu'en tant que pays hôte, vous pouvez choisir votre poule. Bien sûr. Quand le Gabon fait le choix de prendre la poule A, c'est parce qu'elle mise sur une victoire, notamment sur le Congo, parce qu'il faut une victoire pour jouer les quarts de finale. Elle peut aussi espérer, même si dans toute l'histoire du handball, le Gabon n'a jamais battu le Cameroun. Il y a une année où ils ont fait un nul, je ne me souviens plus très bien de la date. Mais elle misait sur ce match contre le Congo en ouverture pour espérer au moins jouer un quart de finale qui va être historique parce qu'en cette participation, ça va être la 8e, le Gabon n'a jamais joué un quart de finale. Alors, pour la préparation de cette CAN, une CAN à domicile, ce n'est pas comme quand on joue à l'extérieur. Forcément, les autorités ont mis beaucoup de moyens. D'ailleurs, c'est la première fois qu'ils se préparent 6 mois en avance. Ils ont eu plusieurs stages, notamment un à Dijon, des stages au Maroc, des stages à Libreville. Et il y a eu l'apport des binationaux, arrivés un peu tardivement. Mais arrivés quand même. Arrivés quand même, oui. Un peu tardivement, mais arrivés quand même. Mais avec tout ça, on peut dire que la population attend beaucoup, plus qu'un quart de finale.
Est-ce que le Gabon aura les ressources? On n'est pas... Surtout pour l'honneur, pour une compétition que nous organisons. Faire le quart de finale, ce serait déjà bien, mais je pense que la population a en droit, le public est en droit de réclamer un peu plus avec la préparation que cette équipe a eue et avec l'apport des renforts. Alors, vous parlez de ce public. On sait que cette infrastructure peut accueillir un peu moins de 6 000 personnes. Vous y étiez le matin, vous revenez d'ailleurs de là. Quelle est l'ambiance déjà? Est-ce que vous avez l'impression que les Gabonais, les amoureux de sport, ils accourent véritablement du côté du Nouveau Palais? Vous savez, le handball n'est pas un sport culturellement gabonais. Oui. Je pense qu'il y a eu quand même un retard à l'allumage au niveau de la communication. Ceux qui sont au courant, ce sont des gens qui sont dans le 3e arrondissement, dans les alentours. Ouais. Ils voient de l'animation. Et ceux qui regardent beaucoup la télévision aussi. Et ils voient aussi de l'animation autour. Déjà, ce passage, ça s'explique. Hein. Ce passage s'explique. Il faut communiquer sur l'événement pour attirer du monde. Le palais, il est flambant neuf. Déjà, hormis la compétition, le palais, lui aussi, il attire des gens. Les gens y vont pour découvrir. C'est la première fois que le Gabon a une salle de cette qualité. Donc, il n'y a pas eu tellement de communication. Mais je pense que 17 h quand même, il y aura pour le match du Gabon. Il y a déjà les amateurs, il y a aussi on pense aux panternautes également. Les panternautes y seront. Ils ont déjà fait un essai lors des matchs amicaux contre la RDC. Mais il y a plus de 3 000 licenciés de handball. Ah, d'accord. Et je pense qu'ils y seront. Peut-être pas les 3 000, mais il y aura quand même pas mal de handballeurs, d'amateurs et de supporters. En tout cas, on espère vous revoir ici demain pour avoir déjà les résultats de la journée d'aujourd'hui et pourquoi pas nous dire un peu s'ils ont fait le déplacement. En tout cas, nous, on profite de l'entre-deux pour vous appeler. C'est l'heure de la pause. Donc, dès que vous fermez les bureaux, dès que vous fermez les boutiques, rendez-vous tous au Palais Polyvalent des Sports pour supporter les Panthères de handball. C'est donc à l'occasion de cette 23e Coupe d'Afrique des Nations handball. Messieurs, merci Nancy d'avoir accepté notre invitation. On vous libère. On vous laisse retourner à vos occupations. On va prendre juste une petite transition pour accueillir les invités du jour. On parle des 20 ans de l'association Arc-en-Ciel qui a en son sein un centre d'accueil qui fait beaucoup pour la jeunesse gabonaise, les enfants de la rue notamment et les orphelins. C'est tout de suite après la pause. Sur le plateau, ils sont avec nous. La sœur Rita, qui est la présidente de l'association Arc-en-Ciel. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes comme chez vous, c'est l'entre-deux. On est, bon, entre trois, mais c'est l'entre-deux, entre deux heures. Vous êtes avec Guy, vous êtes avec le psychologue, voilà, Monsieur Massala, qui est donc le chargé du suivi psychologique des enfants. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Blanche. Alors, vous êtes là pour nous parler des 20 ans de l'association Arc-en-Ciel. Ils se sont célébrés, donc c'était lundi. La cérémonie a été couverte par nos reporters. On va suivre ce petit reportage et on va revenir derrière pour plus de commentaires. À tout de suite. « 20 ans, cela se fête. » Donc, on a été créé en 1998 pour accueillir les garçons qui vivaient dans la rue. Et au fur et à mesure, on a développé nos activités. Après, on a construit un centre pour les filles, victimes de traite, victimes de violence. Puis, on a accueilli différents types de publics au niveau des garçons. Et puis, on a travaillé dans les prisons, avec les mineurs toujours. Et puis on a créé un programme de sensibilisation pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et donc voilà un petit peu tout ce vers quoi on est allé. C'est à l'occasion de ces 20 années d'existence que du 15 au 20 janvier prochain, elle ouvre au public les portes de ses centres Arc-en-Ciel et Espoir. Un public et des partenaires de la première heure restés sensibles à la cause. Oui, c'est une association que l'ambassade suit depuis pas mal d'années. C'est vrai qu'en 2017, nous avons pu l'aider avec un don de matériel parce que nous considérons que le travail qu'elle accomplit est particulièrement utile pour la société gabonaise et notamment pour ses enfants abandonnés.
Le premier concerné dans la résolution de ces cas sociaux, l'État qui, à travers la Direction générale du service social, ne ménage aucun effort pour protéger cette jeunesse constatée vulnérable. Nous avons mené une étude sur les violences faites aux enfants et cette étude-là a démontré que les enfants sont effectivement victimes de violences, notamment dans la famille et dans la société en général. Donc à cet effet, nous menons des actions de sensibilisation et de prise en charge, particulièrement avec l'association Arc-en-Ciel qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Une semaine d'échange, de partage et de sensibilisation sur notamment l'avenir de la famille gabonaise, jugée à tort ou à raison comme acteur de ces dérives. Voilà, après ce reportage, on constate que ça fait quand même 20 ans à côté des enfants et de la jeunesse gabonaise. D'où part l'idée ou comment est né le projet de l'association Arc-en-Ciel? Le projet est né parce qu'on voyait que nos aînés, la sœur Théo Coral, quand elle a commencé à travailler avec un père salésien, le père Michel, quand ils ont commencé à travailler, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup d'enfants qui se traînaient à gare routière et dans les rues. Et ça les a intéressés ces moments-là. À partir de là, ils ont dit, nous allons commencer quelque chose au Petit Séminaire Saint-Jean. À partir du Petit Séminaire Saint-Jean, ils ont commencé à travailler pour les enfants et les enfants venaient, ils faisaient les activités manuelles, ils rentraient encore à la rue. Et c'est de cela, cette idée-là, qui leur a fait que seulement travailler avec les enfants et les enfants retournaient encore au milieu là où ils vivent beaucoup de difficultés. Il serait bien qu'on puisse avoir un financement pour avoir un local typiquement qui est pour ces enfants. Et Union Manos Unidas, elle avait financé pour avoir les centres Arc-en-Ciel et pour pouvoir accueillir un nombre plus grand de garçons. Et les garçons, c'est comme ça l'idée est née de travailler avec ces enfants-là. Pas seulement au niveau de la rue, au niveau du centre, mais aussi ils continuent aussi les recherches pour reconnaître où sont les sites où ces enfants sont en train de vivre. Parce que les enfants de la rue, ils ont, selon les différents coins là où ils viennent, ils ont des nominations. Les enfants des gares routières, ce n'est pas la même chose que les enfants de Carrefour Léomba. Ce n'est pas la même chose que... Ils ont des sortes de clans et des blocs. Oui, voilà. Ils ont des clans et des blocs. Un enfant qui vient des gares routières ne peut pas aller se centrer à Zayon. C'est comme ça, c'est né. Et petit à petit, on a travaillé avec les enfants. On a vu que les enfants là avaient beaucoup d'atouts à eux-mêmes qui pouvaient les aider pour continuer à travailler et à développer leurs connaissances. On a regardé aussi, de travailler aussi avec les internats, chercher les partenaires qui pouvaient aussi financer les écoles pour ces enfants-là. Mais en tout cas, les enfants... Beaucoup, ils ont développé les capacités. Il y a beaucoup qui travaillent. Nous sommes fiers. 20 ans, ce n'est pas 20 jours, c'est 20 ans d'expérience, 20 ans de difficultés, 20 ans de jour à jour pour chercher l'avenir de ces enfants que nous amenons aujourd'hui. D'accord. Alors, comment ça se passe pour les amener au centre? Est-ce que vous allez dans la rue, vous leur adressez un message? Vous avez une sorte de discussion avec eux ou alors c'est par des voies en collaboration avec les forces de police? Comment ça se passe pour qu'ils reviennent au centre? Les enfants, les éducateurs travaillent dans la rue avec les enfants et ils travaillent aussi la nuit avec les enfants. Ils partent dans les différents sites, comme j'ai dit ça. Ils partent, ils cherchent les enfants et aussi les enfants qui sont grands déjà, qui ont déjà été au centre. Ils sont aussi comme les pères formateurs de ces enfants-là. Ils deviennent des aînés pour les autres. Oui, pour pouvoir aider à localiser tous ces enfants-là, là où ils sont. Et les sensibilisations aussi au niveau de la rue, nous parlons aussi au niveau de la rue. Et les autres personnes aussi, ce sont les forces de l'armée qui trouvent les enfants. Quand ils voient que c'est vraiment un mineur, on l'apporte directement au centre parce qu'ils savent que nous travaillons avec les enfants de la rue. Et les personnes de bonne volonté qui voient qu'un enfant est en train de traîner quelque part, ils nous amènent l'enfant au centre. C'est nous-mêmes
avec nos compétences, nous connaissons que cet enfant-là, il n'est pas un enfant de la rue. S'il y a eu un problème, et nous cherchons directement à les orienter vers les centres de l'État à Gondé. Quand nous voyons que ce n'est pas un cas de la rue, pour que l'enfant ne puisse pas avoir des manières. Vous savez que les enfants de la rue, ils ont des différentes manières. Oui, bien sûr. Oui. Il faut éviter la cohabitation entre des enfants qui ont peut-être juste fugué ou alors des orphelins et des enfants qui sont en situation de rue depuis des années. Donc, quand vous les accueillez, après combien de temps ils partent du centre d'accueil? Est-ce qu'ils vont travailler? Où est-ce qu'ils vont? Comment est-ce qu'ils sont logés? Quelle est leur vie une fois partis du centre? Et les enfants, normalement, on accompagne les enfants. On fait un essai avec beaucoup de fois. D'abord, on cherche la famille. Parfois, l'enfant peut vous amener 2 mois, disons, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Ils ne parviennent pas à vous montrer où sont les parents. Parfois, il peut vous dire, dans un premier moment, tous mes parents sont morts. Papa et maman sont morts. Et au fur et à mesure que l'enfant reste au centre, il a confiance aux éducateurs, aux services sociaux, aux services psychologiques, aux infirmières, à la cuisinière, aux serres. L'enfant commence à voir que non, j'ai un autre traitement avec les serres, avec tous les personnels qui travaillent avec moi ici. Je dois quand même dire la vérité. L'enfant vous dit un jour, oh, aujourd'hui, je peux vous amener en famille pour aller montrer où sont mes parents. Et l'enfant dit, mais je ne veux pas arriver à la maison, je vous montrerai la maison à distance. On dit, ok, on part, on prend les taxis, on amène l'enfant, l'enfant reste à distance. Il vous dit, la maison qui est là-bas au fond, c'est la maison de mes parents. Et justement, quand on fait les enquêtes sociales, on trouve que c'est la famille. Effectivement, c'est la famille. Alors, Monsieur Massala, je me tourne vers vous. On parle justement de ces enfants qui ont quand même des familles. Comment est-ce qu'ils en viennent à se retrouver en situation de rue, au point d'être appelés enfants de la rue et d'être plutôt recueillis par un centre et plus en famille? Bon, déjà, il faut comprendre déjà une chose, c'est que ces enfants ne naissent pas enfants de la rue. Ces enfants naissent bien évidemment dans des familles, et au sein de ces familles, ces enfants vivent des violences qui poussent à ces enfants de se retrouver dans la rue. Lorsqu'ils se retrouvent dans la rue, ils s'identifient au plus grand qui est souvent étiqueté comme responsable de la bande. Et à l'intérieur de cette bande, ils vivent des sévices. En tout cas, il y a tout... C'est une sorte d'étape. Ils ont tout un processus avant d'arriver au haut de l'échelle. Il y a toute une chaîne de sévices à suivre et à subir avant d'être même acceptés dans la bande. Alors, lorsque le centre arc-en-ciel, avant d'abord de rentrer en contact avec ces enfants, il y a un travail en amont qui est fait. Et ce travail est appelé travail de rue, qui consiste à aller dans la rue, prendre ses enfants ou contacter une personne. Le plus souvent, ce sont les dames qui vendent des sandwichs à côté des boîtes de nuit. Ce sont les enfants qui traînent là pour pratiquer leur activité phare qu'ils appellent le vol à la tire. C'est-à-dire lorsque les gens sortent des fois des boîtes un peu fatigués, ils peuvent vous piquer le téléphone, des pickpockets. Voilà. Alors, lorsque ces enfants sont recueillis, il y a d'abord une mise en confiance. Parce que vous n'allez pas voir un enfant automatiquement dire à l'enfant, demander à un enfant de vous suivre. Non, non, non. Il y a une mise en confiance. Vous pouvez communiquer avec l'enfant dans la rue pendant 1 semaine, voire 1 mois. Et à un moment donné, après, l'enfant, lorsqu'il se sent en confiance, en sécurité, il vous suit. Arrivé au centre, il y a tout un travail pluridisciplinaire qui est mis en place. Vous avez les agents sociaux qui sont là, les éducateurs spécialisés, et le psychologue que je suis. Alors, moi, mon travail, le plus souvent, c'est apporter un suivi psychologique. Déjà, lorsqu'on quitte l'univers familial pour se retrouver dans la rue, on subit des traumatismes, on vit certaines situations compliquées. Au plus pire des cas, c'est souvent des dépressions. Parce qu'il ne faut pas aussi abuser, il ne faut pas exagérer. C'est souvent des dépressions et des dépressions mineures. Voilà. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des enfants qui, malheureusement, retournent dans la rue après le temps? Il faut préciser peut-être aux téléspectateurs qu'il y a un âge
arrivé auquel on ne peut plus rester au centre, 18 ans je pense, si ça n'a pas changé. Donc après cet âge-là, il est obligé d'aller, s'il a pu trouver du travail ou si le centre a pu l'insérer dans une entreprise, tant mieux. Mais il y en a qui retournent malheureusement dans la rue. Bon, il faut comprendre que dans tout travail, il y a des échecs et il y a des réussites. Et tout se fait selon la volonté de la personne, de l'enfant. L'enfant est admis au centre entre 8 ans et 16 ans, ou plus tard, ou plus. Mais avec des exceptions, lorsque les enfants sont par exemple confiés par les juges des mineurs, on peut accepter un enfant jusqu'à 17 ans. D'accord. Et avant que l'enfant ne puisse être inséré en famille, il y a un travail qui s'est fait appelé insertion partielle. C'est-à-dire on envoie l'enfant pour des week-ends, ensuite on renvoie l'enfant pour des petites manifestations, des fêtes de Noël, des fêtes du Nouvel An, 2 semaines, 2 jours. Au retour de ces réinsertions partielles, il y a un autre travail qui se fait avec le psychologue et les agents sociaux. À partir de ces différents retours que nous avons, des insertions partielles, nous nous retrouvons en équipe pluridisciplinaire pour décider, oui ou non, il est apte à retourner définitivement dans la famille. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclairages-là. On note que vous avez récemment ouvert une aile pour les filles. C'est des jeunes filles maltraitées qui sont victimes d'abus et autres. Peut-être nous en parler assez rapidement. Oui, les centres des filles existent déjà depuis 2000. Et c'est en ce moment-là quand on avait constaté le phénomène que les filles vendaient s'ils étaient beaucoup à la rue. Ils vendaient. Et quand on a constaté les problèmes, tous les religieux ont s'exclamé comme maintenant le phénomène des Kobolo. Tout le monde s'est exclamé, non, c'est une situation qui ne va pas. On doit faire quelque chose. Et quand on dit on doit faire quelque chose, on s'est tourné, les autres sœurs ils sont tournés vers nous. Non, vous avez déjà un centre pour les garçons. Pourquoi pas n'accepter pas aussi accompagner les filles? C'est comme ça. Nous avons aussi eu le centre des filles. Mais dans la création du centre Espoir, c'était dit que les filles victimes de trafic, qui venaient Bénin, Togo, Lomé, Nigeria, Cameroun... Et qui sont vendues ici pour faire des petits commerces. Oui, qui travaillent aussi, qui sont comme... des esclaves plus ou moins. Oui, qui travaillent dans les maisons pour des fins économiques. Et on a vu ça. Après aussi... Maintenant, là, on a changé beaucoup de techniques. Pourquoi? Parce qu'on trouve aussi qu'il y avait des difficultés avec nos filles propres ici du Gabon. Qu'il y a des filles qui sont abusées peut-être par leurs parents, par leur beau-père. Oui, voilà. C'est ça, justement. Les filles qui sont abusées, les abus sexuels, on appelle. Et cela nous a permis aussi de voir que les filles des trafics, victimes des trafics, on a changé la méthodologie. Les filles ne vendent plus à la rue, mais les filles sont maintenant esclaves dans les maisons, on les accueille là-bas. Mais en changeant la méthodologie, là, on a dit on ne va pas fermer les centres parce qu'il n'y a pas les filles au centre, mais nous avons trouvé que vraiment, nos filles gabonaises ont également besoin de votre main tendue. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de l'Entre-deux. Je rappelle que vous êtes la sœur Rita, présidente de l'association Arc-en-Ciel, et Monsieur Massala, qui est donc chargé du suivi psychologique de ces enfants-là. Nous vous accueillerons quand vous voulez. Et pour l'occasion de ce 20e anniversaire, on vous offre à manger. On ne sait pas ce qu'on mange. On pose la question à Léa Virginie. Qu'est-ce qu'on mange ce midi, Léa ? Bonjour Blanche, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes à l'école supérieure de cuisine La Toque Noire avec le chef de cuisine Michel. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons revisiter un plat que vous connaissez certainement, c'est le plat... Nous l'avons appelé la petite marmite bantou et c'est un plat typiquement gabonais, très célèbre, c'est l'aubergine au poisson fumé. Alors, quels sont les condiments que nous allons utiliser pour justement réaliser ce plat typiquement gabonais? Alors, comme condiment, nous allons déjà l'aubergine, qui est le produit phare. Nous allons également utiliser du poisson fumé. Cette fois-ci, ce sera du maquereau. Nous aurons de l'oseille, des oignons, du piment, du poivron, de la tomate et un petit ingrédient
qu'on ne connaît pas trop, mais qui est typiquement gabonais, qu'on utilise beaucoup en Afrique centrale. Il va nous servir de poivre aujourd'hui. Et enfin, nous aurons la banane qui sera notre accompagnement. Alors, pour commencer, nous allons déjà éplucher nos aubergines. Aujourd'hui, nous avons pris de l'aubergine blanc parce qu'il est un peu plus tendre. Nous pouvons aussi utiliser de l'aubergine verte. Par contre, l'aubergine verte est légèrement plus amère. Après l'avoir épluché, nous allons le couper en rondelles pour cette fois-ci. Nous le coupons en rondelles, c'est pour qu'il soit plus rapide à cuire. Nous allons garder la tête, ça va nous servir de décoration. Découper des poivrons en petits dés. Donc, pour commencer, nous allons chauffer notre poêle, un peu d'huile, faire suer nos oignons, nos poivrons, nous allons lancer une deuxième marmite. Juste un peu d'huile. Nous allons faire revenir le poisson fumé. Cette huile va nous servir pour faire revenir l'oseille. Notre poisson est prêt, vous voyez. Et l'huile qui a servi pour le poisson va servir à faire cuire nos aubergines. Une fois que l'oseille est cuit, on peut mélanger nos oignons et nos poivrons. Nous allons le saler. Alors, arrivé à cette étape, nous allons encore mettre l'oseille à côté, garder quelques oignons et y ajouter la tomate. Un tout petit peu de sel. Alors, l'aubergine, une fois dorée, on va le mettre sur le côté. Alors, vous voyez ces grains? Alors, on va essayer de lui trouver une place un peu plus solide et nous allons le concasser. Un petit plus. Voilà. On va les mettre dans notre tomate. Alors, pour notre plat, nous allons l'accompagner de banane vapeur. Et pour aller un peu plus vite dans la cuisson de la banane, nous allons la couper en biseaux. Alors maintenant, nous allons commencer la partie la plus délicate de notre recette, c'est le dressage. Donc pour commencer, nous allons prendre nos aubergines que nous allons placer
Et pour terminer, un petit filet d'huile d'olive ou de colza. Alors, chers téléspectateurs, c'était là l'aubergine au poisson fumé, revisité par le chef Michel, chef cuisinier à l'école supérieure de cuisine La Toque Noire. Peut-être donner un contact. Alors, vous pouvez nous joindre au numéro 01 45 38 54, c'est le fixe de l'école, ou le 07 32 88 76, c'est le numéro de notre direction, ou alors me joindre directement au 04 47 80 65. Alors, vous avez retenu les numéros de téléphone. Je vous dis bon appétit et nous, on continue la dégustation de ce plat à revisiter, cette saveur gabonaise. Bon appétit chez vous. Bon appétit. Bon appétit à vous là-bas, Léa, et bon appétit à vous qui nous regardez à l'instant. L'entre-deux se poursuit. Nous, on nous a mis l'eau à la bouche et Léa, comme d'habitude, elle a tout mangé, elle n'a rien rapporté ici. C'est le moment pour nous d'accueillir notre Miss Pédagogie, notre teacher, comme on dit en anglais. C'est la rubrique Comme à l'école, dans un instant. Bonjour Irène. Bonjour Blanche. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de comment conduire une réunion. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de managers qui nous regardent d'ailleurs actuellement entre des réunions. Vous devez prendre, si vous ne les avez pas encore bien sûr, quelques petits outils. Comment mener une réunion à bien pour que le message passe bien, pour que les collaborateurs et que tout le monde soit à l'aise. C'est à vous la parole. Voilà, il y a des étapes. Il y a avant, il y a pendant et après la réunion. Que doit-on faire? Eh bien, on commence par préparer cette réunion. Il faut définir les objectifs de la réunion. Vous voyez ce que nous avons en visuel. Il y a des types de réunions. Est-ce qu'il s'agit d'une réunion d'information? Est-ce qu'il s'agit d'un échange, d'un remis-ménage? Alors donc, il faut définir préalablement ce que l'on attend de cette réunion, réunir les documents nécessaires, élaborer une proposition d'ordre du jour et puis définir le temps imparti pour chaque point, choisir une salle. Il faut convoquer, c'est important, les participants via leur email. On peut afficher également des textos, groupe WhatsApp, appels téléphoniques. Bah oui, sinon il ne faut pas s'étonner d'être seul à la réunion. Voilà, et puis il convient de préciser la date, le lieu, l'heure et la durée, faire parvenir aux participants la proposition d'ordre du jour. C'est véritablement important. Donc voilà la première étape. Voilà, Blanche. il faut pouvoir préparer en amont cette réunion-là, avertir les personnes, déjà choisir un bon lieu. Vous savez que vous allez accueillir 100 personnes, mais vous choisissez une salle toute rikiki. Ce ne sera pas évident. Voilà, il faut le matériel également. Voilà. Est-ce qu'il y aura une projection PowerPoint par exemple? Voilà, il faut prendre toutes les mesures en amont avant de tenir la réunion. Alors maintenant, nous parlons du déroulement de cette réunion. Le pendant. Voilà. Il faut désigner un secrétaire de séance, c'est évident, et demain nous parlerons du procès verbal de réunion. C'est ce secrétaire qui sera chargé donc de cette rédaction. Il y a l'adoption de l'ordre du jour. Je parlais de proposition d'ordre du jour. Vous devez présenter l'ordre du jour que vous avez élaboré et attendre s'il y a des réactions. On pourra peut-être procéder à des réajustements s'agissant de cet ordre du jour. Alors juste une question avant que vous ne continuiez. Est-ce que l'adoption de l'ordre du jour se fait à tous les moments, dans tous les cas de figure, ou alors si c'est une réunion d'égo à égo ou d'égal à égal, je ne sais pas. Elle ne se fait pas, cette adoption, à tous les coups. Je disais qu'il y avait des types de réunions. S'il s'agit d'une réunion d'information où en tant que manager, vous avez des informations à donner à vos collaborateurs, il ne sera pas question de débattre, de discuter. Il sera question juste de donner les éléments essentiels en termes d'information. Alors, il y a la lecture et l'adoption du procès verbal de la réunion précédente, c'est le premier élément. Et bien souvent, s'agissant des réunions, on commence par là. Alors, on procède à la lecture des points et l'on précise le temps imparti à chaque point. On parle d'être méthodique. Le manager efficace, c'est comment il mène sa réunion et donc il ne peut pas se permettre d'être là pendant des heures. Et il convient ensuite d'ouvrir les débats. Alors, il faut traiter un seul sujet à la fois. On ne va pas dans tous les sens. Il faut être ordonné et puis ouvrir les débats, conclure à la fin de chaque point.
si on se rend compte qu'un participant va dans tous les sens, qu'il s'étend, qu'il veut parler beaucoup, on le ramène. C'est également cela le rôle du manager. Il doit recadrer, recadrer, sinon on y passera toute la journée. Il doit être méthodique et efficace. Donc, en fait, ce que l'on retient, c'est la décision, la tâche à exécuter et les personnes que l'on doit responsabiliser. Lorsqu'il fait le point, lorsqu'il y a un sujet à aborder, on fait le point. À la fin, il y a la décision, il y a la tâche à exécuter et la personne que l'on responsabilise. Et ensuite, on avance, on passe au point suivant. Alors, il ne faut pas omettre de faire circuler une liste de présence. Il faut savoir qui est là, qui est présent. Il faut savoir qui est absent et qui est excusé parce que malheureusement, il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément être à la réunion et qui auront des motifs valables des qui vous auront fait parvenir, par exemple, un certificat médical, des personnes qui sont arrêtées pour cause de maladie. Ces personnes, malheureusement, ne pourront pas être à cette réunion. Et puis, chose importante, Blanche, le respect du timing. Une réunion ne doit pas s'éterniser. Ah oui, des réunions qui font 5 heures. 1h30, maxi 2 heures de temps. Et s'il y a une rallonge, ce sera 30 minutes, pas plus. Dans les pays anglo-saxons, il y a on va dire, time, celui qui s'occupe du temps, celui qui garde le temps. Alors, le président de séance peut également désigner quelqu'un qui sera chargé de veiller à cela et qui dira que l'on déborde si c'est le cas. Alors, en dehors du respect du timing, il faut, lorsqu'on a fini, arrêter la date de la prochaine réunion et puis lever la séance, c'est important. L'ordre du jour est épuisé, et bien on décrète que la séance est levée. C'est ainsi. Pas finir en queue de poisson, on ne sait pas si c'est fini. Non, on ne finira pas en queue de poisson. Parce qu'en tant que leader efficace, on va recadrer. Il peut effectivement, comme vous le disiez à l'instant, il peut y avoir des tensions. C'est possible au cours d'une réunion, mais en tant que manager efficace, eh bien on recadre. Et puis, on peut être ce manager aussi qui sait taper du poing sur la table s'il y a du désordre. Vous êtes le chef, il faut le dire. Il faut remettre les choses comme il se doit. Et donc, au sortir de la réunion, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. C'est cela le but d'une réunion, donc, être efficace. Donc, la réunion, on doit sortir de là et retenir quelque chose. On ne peut pas se permettre d'aller dans tous les sens et finalement, on sort, on ne retient rien de la réunion. Alors, une astuce pour le manager efficace, c'est en dehors du procès verbal qui va être dressé, cela prendra peut-être quelques jours, le manager efficace peut demander au président de séance de faire un tableau récapitulatif, ce tableau qui sera donné à chacun des participants dans les plus brefs délais. Voilà comment on conduit de façon efficace et efficiente une réunion. Merci, merci Irène. Vraiment, c'est très important. Je pense qu'ils nous ont tous bien suivis, toutes ces personnes et tous ces dirigeants ou managers qui sont amenés à organiser des réunions. Peut-être vous devriez, après-demain, puisque vous nous parlez demain du procès verbal de la réunion, peut-être dire la fréquence des réunions. Il y a ici ce qui s'appelle la réunionite. Voilà, c'est une sorte de tendance à multiplier les réunions et finalement on se rend compte qu'on redit les mêmes choses à chaque fois. Je pense que si on suit cette méthodologie que vous nous avez conseillée, cela permettra d'avoir des réunions qui touchent effectivement leur objectif. Juste vous poser la question du jour qui est d'ailleurs posée à nos chers téléspectateurs. Quel programme télé pour nos enfants aujourd'hui? C'est la question du débat du jour. Vous pouvez réagir et d'ailleurs vous êtes attendus et vos réactions également sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook qui s'affiche au bas de l'écran. Donc, vous, quel avis face aux dérives qu'on remarque aujourd'hui? Hier, le psychologue disait que la télé et les programmes télé aujourd'hui sont un peu à l'origine de ce qu'on constate dans le milieu scolaire et le milieu jeune aujourd'hui. Quel est votre avis? Qu'est-ce qu'on devrait laisser nos enfants regarder à la télé? Ce qu'il faut dire premièrement, c'est qu'il faut la surveillance des parents. C'est aux parents de décider ce qui est bon pour son enfant. Alors, de quoi mon enfant a-t-il besoin en tant qu'être en construction? Il a besoin de divertissement. Il faut toujours un aspect ludique s'agissant du développement psycho-affectif de l'enfant. Il faut également l'information et l'éducation. Et en tant que parent, je vais privilégier ces aspects-là. S'agissant des programmes, mais je ne serai jamais bien loin de mon enfant. C'est un risque que de laisser son enfant devant la télévision. Et en termes de télévision, il y a également des horaires. Donc, le parent a un droit de regard sur ce que suit son enfant à la télé. Il y a des chaînes, il faut le dire aussi, adaptées pour les enfants. D'accord. On a un téléspectateur qui a réagi. Il dit qu'il s'appelle Ambouine de Paris, donc par Facebook. Un enfant doit rester
enfants. Une grille des programmes doit correspondre au public auquel il s'adresse, auquel elle s'adresse la grille. Une étude doit être menée sur l'heure où les enfants sont devant la télévision en moyenne dans les années 90. Un exemple qu'il prend, les enfants avaient des dessins animés entre 7 et 9 heures, puis entre 17 et 19 heures. Par exemple, les fruits, les animaux du bois de Katsu. On se souvient tous de ces dessins animés-là. Pour les plus âgés, les adolescents, la première chaîne diffusait la Ligue des Champions entre 20h45 et 22h, ce qui permettait à tout le monde de rester chez soi. Donc, il indexe un peu les chaînes de télévision qui devraient mettre sur pied des programmes à l'attention principalement de ces enfants, faire une grille des programmes qui considère l'espace horaire où les enfants peuvent être devant la télé, mais il reste bien sûr le rôle des parents. Merci beaucoup Irène d'avoir été sur ce plateau. On vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Vous avez dit on parlera du procès verbal de réunion. Merci beaucoup. Je vous laisse et je vais de l'autre côté retrouver nos autres invités de cet entre-deux. On va également leur poser la question. C'était la surprise. Je voulais annoncer des invités culture. Bonjour, je vous fais la bise. Bienvenue Queen, notre Queen nationale. Et nous sommes avec également la tête pensante d'Iboga Zik, qui est donc à l'origine de ces cafés-concerts. Vous êtes là pour nous en parler. On va commencer par cette question qui vous concerne également, puisque vous êtes des parents. Quel programme télé, Queen, pour nos enfants, à votre avis? Je vais simplement rejoindre ce que Mme Irène vient de dire tout à l'heure. Voilà, il y a des programmes bien adaptés pour les enfants et surtout aussi respecter les horaires. Voilà. Et vous, quel est votre avis sur la question? Je partage le même avis. Mais qui doit respecter les horaires? Les parents ou alors les enfants. Moi, par exemple, à partir de 20h, mon fils, il doit déjà être au lit. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que les programmes eux-mêmes posent problème? Aujourd'hui, on n'a plus forcément des programmes dédiés aux adultes après une certaine heure. Même à des heures de la journée, on a des scènes choquantes. Moi, je choisis ce qu'il doit regarder et ce qu'il ne doit pas regarder. Voilà. Surtout quand je suis à la maison. Donc, le parent doit reprendre en main l'éducation de l'enfant. Alors, vous êtes là pour nous parler de ce grand événement qui aura lieu demain. On vous retrouve sur les planches du jardin de l'Institut français du Gabon. C'est à l'occasion donc de ces cafés-concerts. Parlez-nous un peu de vous. Vous nous apportez quoi de nouveau? Alors, déjà, j'apporte quoi de nouveau? Un nouvel album qui sortira bientôt. Et pour tous ceux-là qui vont effectuer le déplacement, auront l'occasion d'écouter la moitié de ce répertoire en exclusivité. Ok, on va courir. Hein. Et donc, c'est une initiative d'Iboga Zik. Et là, on se tourne vers vous, Kendrick. Comment vous est venue cette idée? Et bien sûr, elle est applaudie. Il faut mettre en avant la culture gabonaise et surtout les talents gabonais. Ça fait déjà quelques temps que vous avez lancé ces cafés-concerts. C'est quoi Iboga Zik et pourquoi l'idée des cafés-concerts? Iboga Zik, c'est le bureau export de la musique gabonaise. Pourquoi les cafés-concerts? On a constaté que les artistes de la scène live n'avaient pas assez d'expression, d'espace, de plateforme là où ils pouvaient échanger. Donc c'est comme ça qu'on a tissé un partenariat avec l'Institut français afin de mettre en valeur tous ces talents-là. Et depuis 1 an aujourd'hui, on le fait et ça marche super bien. Il y a beaucoup de talent, mais il manque juste d'espace, il manque du soutien derrière. C'est la raison pour laquelle on le fait. Voilà. Alors, est-ce que vous devenez une sorte de label? Est-ce que c'est les artistes qui viennent vers vous? Ou alors, est-ce que vous allez vers les artistes? Comment vous les dénichez, vos talents que vous exposez? Vice-versa, il y a des artistes qui font la démarche vers nous. D'autres, parfois, c'est nous-mêmes qui allons vers eux. Pourquoi nous, on reste ouverts. Tous les artistes, ils peuvent nous contacter. Et nous de même, un artiste gabonais, le bureau export de la musique gabonaise est dédié uniquement aux artistes gabonais. Et nous ne faisons que la promotion des artistes gabonais. Le plateau, les cafés-concerts sont dédiés uniquement à ces artistes-là qui sont prêts sur le plan artistique, qui sont prêts à défier l'international au même titre que les autres qui le font aisément. Donc on a mis cet espace pour pouvoir dénicher ceux qui peuvent représenter valablement le Gabon à l'extérieur. On reviendra sur ce critère-là, parce qu'on pense que c'est un critère, effectivement, ceux qui peuvent
représenter le Gabon. Et vous avez parlé des artistes prêts, c'est très important. Mais on se tourne vers vous, Queen. On a forcément ce souvenir de ce passage au Maroc. C'était waouh, on a envie de dire. Parlez-nous de cette expérience, de vous en tant qu'ambassadrice du pays, du Gabon au Maroc. Alors, cette expérience a été une très belle expérience pour moi. Et ça a été un honneur pour moi de représenter non seulement l'Afrique centrale, mais aussi le Gabon, mon pays, à travers ma culture. Et c'était un événement où il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup d'ouverture. Voilà. Après le spectacle, on a donné le spectacle, les choses se sont bien passées, les Marocains ont dansé, ils ont fait la fête avec nous, voilà, et c'était super. Et qu'est-ce que ça fait de voir des personnes qui n'ont peut-être jamais écouté une musique de chez vous se lever comme ça spontanément et essayer de trouver des parts pour vous accompagner? Moi, je dis toujours que l'art est divin et c'est magique parce que justement, pour répondre à la question, on ne comprend pas une musique qu'on n'a jamais écoutée, voilà, qu'on joue pour la première fois. On arrive à faire danser les gens, on arrive à faire pleurer. Donc c'est magique en fait. C'est quelque chose que même nous-mêmes on ne peut pas expliquer. Voilà. Alors je parlais tout à l'heure de ces critères que vous ébauchez. Vous parlez des artistes prêts. Vous mettez quoi dans ce mot? Ben, c'est un tout. C'est un tout. C'est des artistes déjà sur le plan de leur discographie. Que ce soit des artistes connus ou pas connus. C'est des artistes qui sont prêts à faire 1h30 de spectacle live. C'est des artistes qui ont leur propre répertoire. Et voilà, on essaie d'écouter tout le monde, on tend l'oreille à tout le monde, que ce soit ceux qui sont connus ou pas. On va dans les quartiers, si il y a un showcase quelque part, on assiste. Et si un artiste nous plaît, tiens, on retient et après on discute avec ce dernier. Et après, on voit comment on peut faire chemin ensemble. Et il faut dire que c'est quand même un vrai problème aujourd'hui. Vous avez parlé surtout de live, avec la musique assistée. On a beaucoup de jeunes artistes, peut-être talentueux ou pas, c'est selon, mais qui n'ont pas ces aptitudes-là. Comment vous voyez cela aujourd'hui pour cette génération? C'est facile. C'est facile pour déceler un artiste qui est à l'aise sur une scène live. Il faut simplement l'écouter sur 2 ou 3 ou 4 titres. Et à partir de là, vous savez que tiens, celui-là, il peut faire une scène valablement et représenter dignement le Gabon. Il y a certains qui jouent plus sur les formules playback. Mais bon, c'est dommage. Justement, en fait, c'était peut-être ça ma question, Queen. Comment amener les autres à travailler un peu plus? Parce qu'il faut dire que pour pouvoir faire du live, il faut travailler. C'est clair, il faut travailler. Mais déjà, il faut dire que moi, je n'ai pas eu besoin qu'on m'y oblige. C'est comment dirais-je, une décision que j'ai prise. Je me suis dit, je ne vais pas aller à l'extérieur et ne pas pouvoir représenter mon pays et ma culture valablement. Parce qu'ailleurs, avec la petite expérience que j'ai, quand tu fais des scènes, tu rencontres d'autres artistes, tu apprends beaucoup et tu regardes les performances, tu te dis waouh, il faut que je travaille davantage. Et la culture live, c'est quelque chose moi je conseillerais à tous les artistes gabonais de vraiment s'imprégner de la culture live. Et surtout, si on veut bien se vendre aussi à l'international, c'est très, très important. Bah voilà, donc il faut beaucoup travailler. Il faut surtout écouter les autres, les aînés notamment. Je suppose que bien sûr, forcément, bien si on te dit comme ça au pif, c'est qui ton idole parmi la génération d'avant au niveau de la musique gabonaise? Il y en a plusieurs. Hein. Il y a Papa Kendengue, il y a Niflor Batielili, par exemple. Voilà, donc vraiment beaucoup travailler. Et c'est peut-être ce qu'on reproche un peu, nous les hommes de médias, aux nouveaux artistes, hein, surtout du côté de la musique urbaine. Ils ne travaillent pas beaucoup, on se contente d'un ordinateur et d'un studio. Est-ce que vous avez une démarche peut-être dans ce sens-là, des sortes de sensibilisation? Oui, on le fait. Et d'ailleurs, on a un programme pour ce genre aussi, de la culture urbaine, mais on va l'expérimenter d'ici là. Et on verra si ça porte les fruits ou pas. Voilà. Est-ce que jusque-là, vous avez quand même quelques-uns que vous avez pu... Oui, il y a quelques-uns. Et d'ailleurs, sur les prochains événements à l'international, on va proposer quelques-uns qu'on sent
qui peuvent valablement représenter le Gabon. D'accord, donc le rendez-vous est pris pour demain. C'est demain 19h. Demain 19h à l'Institut français, au jardin de l'Institut français. Venez avant parce que le spectacle demain va commencer à 19h pile. D'accord. C'est pas 19h05 ou 15. Venez avant, donc 18h45, soyez assis. Faites le déplacement, c'est un spectacle qui sera très riche. On sait bien que Queen Coom sur scène, c'est quelque chose de très rafraîchissant. Voilà. Et c'est tout le patrimoine de la culture gabonaise qui sera mis en valeur demain. Et surtout, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Juste la consommation qui est obligatoire, simplement. Voilà. Alors, au village, il y a une habitude quand on veut appeler des gens à une rencontre ou à une, c'est pas une concertation, c'est soit le tam-tam ou alors la fumée. Donc, on n'a ni le tam-tam ni la fumée, mais on a votre voix pour les appeler. Donc, dites-vous que vous êtes à l'Institut français. D'ailleurs, c'est pas très loin de la maison Georges Rawiri. Et essayez de nous les appeler. Venez demain, il y aura plus que ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va vous raccompagner avec cette petite rubrique, le geste quotidien, petite par sa taille, mais très importante. Aujourd'hui, on parle de comment prendre soin de nos pieds. On a tous ce problème. Regardons. Cachés toute l'année à l'intérieur de nos chaussures, nos pieds supportent notre poids tout au long de notre vie et ont aussi besoin que nous en prenions soin, et pas seulement en coupant les ongles qui commencent à nous gêner. Pour cette nouvelle année 2018, par exemple, prenez la résolution de ne plus vous échanger le matériel de pédicure au sein de la famille, car c'est le meilleur moyen de favoriser la transmission d'éventuelles mycoses. Afin d'éviter aussi bon nombre de désagréments inesthétiques et douloureux, donnez-leur un peu plus d'attention. Prenez par exemple l'habitude de brosser vos ongles sous la douche ou dans le bain. Et vous serez surpris d'être soulagé de certaines pathologies, telles que l'ongle incarné, qui peut être prévenu par des soins réguliers. La bonne fréquence pour se couper les ongles tous les 15 jours, toute douleur, toute coloration anormale de l'ongle doivent vous amener à consulter un spécialiste. Une vigilance toute particulière s'impose aux patients diabétiques ou artéritiques. C'est l'une des seules parties du corps très souvent enfermée, donc ne soyez pas surpris de constater des problèmes dermatologiques de type mycose apparaître. Et sachez aussi qu'à chaque chaussure son usage, les chaussures de ville pour tous les jours, les pieds nus pour la plage, les talons hauts pour sortir et les baskets pour le sport. Voilà, vous savez donc désormais quoi faire pour que vos pieds sentent bon, pour qu'ils aient aussi l'air bien entretenu et qu'ils soient bien entretenus. C'est le moment pour nous d'aller du côté de la découverte. On va à la découverte aujourd'hui d'une personne et c'est Rona Charline Mwikonde qui nous en parle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de retrouver votre frange. J'adore cette frange. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous êtes allée à la rencontre d'une artiste. Elle est artiste, elle est photoreporter, mais c'est surtout la première femme gabonaise à être photoreporter. C'est une, je ne vais pas dire discipline, mais c'est un métier très rare, déjà, des artistes photographes. Et elle est en plus gabonaise et très jeune. Et très jeune. Elle est née en 1990, vraiment très Sûre? Très jeune. Sûre et certaine. Je me fais vieille. On suit le reportage et puis on revient tout juste derrière pour les commentaires. Loin de porter un regard blasé sur le monde, sur la vie à Libreville, Claude Massassa Beni s'appuie aujourd'hui sur son passé pour grandir et asseoir sa présence dans le monde de la photographie d'art et journalistique. C'est déjà la passion, passionnée d'art, c'est le théâtre. Le plus grand moment, ça a commencé au théâtre, où j'ai découvert vraiment le domaine, l'univers artistique. Il y a ce grand moment
Il y a aussi l'art photographique que j'ai découvert aussi au théâtre. Il y a le reportage lui-même, le reportage photographique. Il y a la photographie d'art et de création. Grâce à la photographie, j'ai pu rencontrer des gens. J'ai pu travailler avec l'ONU-SIDA, accompagner des campagnes de sensibilisation, rencontrer des gens malades, affectés et non affectés par le VIH. C'était un des grands moments pour moi. Il y a aussi la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. J'étais la plus jeune photographe sur le terrain et j'étais la seule femme gabonaise et la première femme gabonaise à avoir couvert une CAN de football. Et l'autre grand moment encore, c'est mon exposition, ma première exposition. Lorsque je fais ce travail, je les garde pour moi, ça me fait d'1 an. Et lorsque je l'ai montré à mon père, j'ai vu la passion qu'il avait lorsqu'il regardait mes photos. Il a pris ça avec amour et passion. Et grâce à lui, j'ai pu me lancer et aller vers une exposition. Sur les traces de ses pères, Bunny, la femme photographe, aux postures ahurissantes quoique professionnelles, mitraille de son outil des tranches de vie. Lumière, le thème de sa première exposition photo, en est la parfaite illustration. Lumière qui est l'homme bantou en quête de connaissance. Ce travail symbolise d'abord une vie personnelle. C'est mon cheminement, c'est mon rêve, parce que tout est parti du rêve. Je rêvais, je voulais être photographe. Ça a commencé par le rêve et après j'ai essayé de parler, mais les gens ne comprenaient pas forcément. Et ce travail, je l'ai divisé en 3 phases. Donc, il va de la transcendance du rêve, la quête de la lumière, la recherche des connaissances, de l'outil ou comment je fais pour atteindre ce rêve. J'ai rencontré des gens qui m'ont formé et édifié dans la photographie. Et la purification qui a commencé à partir du moment où les gens ont commencé à m'appeler « Ah, la photographe !» Et les gens ne disaient plus « Bunny ». Les gens disaient « Benoît, ah non, c'est la photographe, c'est la photographe ». Et là, je commençais à vivre mon rêve. À chaque époque, ses grands chasseurs d'images et ses sensibilités, derrière ce projet artistique, une levée de fonds pour une formation au métier du numérique à l'endroit des jeunes des quartiers défavorisés. Lumière symbolise toutes ces personnes qui n'ont pas de moyens mais qui aimeraient avoir quelque chose, qui aimeraient avoir des fonds et qui n'ont pas. Pourquoi faire une levée de fonds? C'est dans le cadre du numérique. Avec le métier de la photographie et du numérique, j'ai découvert vraiment que c'était un métier, c'était vraiment un métier passionnant et c'est vraiment un travail, un univers assez vaste. Et comme on n'a pas de fonds, l'association, l'ONG n'a pas de fonds pour se lancer, c'est pourquoi j'ai choisi de récolter des fonds ainsi par le biais de l'exposition pour l'ONG. Et si la vague vers la création d'un collectif de photographes au Gabon se confirme, Claude Massassa Bunny s'imposera comme une photoreporter professionnelle depuis son entrée dans l'entrepreneuriat avec Bunny Studio. J'ai créé Bunny Studio afin de financer mon art. Donc, à partir du moment où j'ai créé, j'ai essayé de travailler sur les différents univers de la photographie. Et j'ai retenu le reportage, celle de pub, de produits, de portraits corporate. C'est grâce à ces différents produits de Bunny Studio que j'ai pu récolter assez de moyens pour me permettre de financer cette exposition. Parce que derrière ça, je me suis rendu compte que l'art coûte vraiment cher. Aux portes de 2018, Claude Massassa Bunny fera sans conteste encore parler d'elle. Wow, on a envie d'applaudir. C'est magnifique, c'est émouvant. Moi qui regarde à la télé, j'imagine pas vous qui étiez sur place. Hein. Immersion totale dans l'univers de Claude Massassa Bunny, eh bien c'est ce que cela donne. C'est juste beaucoup d'émotions, beaucoup de couleurs, beaucoup de passion dans le regard, beaucoup de sourires en fait.
je suis ressortie de là, vraiment, le rôle assigné par la rubrique découverte est carrément... Oui, on a vraiment découvert. Et ce qui est le plus touchant, et peut-être ça c'est en dehors, c'est que Bunny organise des ateliers où elle essaie de transmettre son savoir, aussi jeune, mais déjà elle a envie de transmettre. Exact, c'est son côté social en fait. Et même à travers son studio, la Bunny Studio, elle compte l'élargir également à l'endroit des professionnels de la photo qui aimeraient se remettre à jour. Et voilà, donc vraiment c'est 2018 pour elle, ce sera une année charnière pour pouvoir étendre son art et développer ce côté social qui est aussi important que... Et on le disait d'ailleurs avec Irène hier, l'échange permet aussi d'apprendre. Donc en même temps, elle ouvrira et elle donnera peut-être des conseils ou alors des astuces qui sont les siennes. En même temps, elle apprendra aussi des autres. Exact. Hein. Elle est arrivée à ce niveau-là, c'est pas toute seule. Hein. Quand même, il y a eu des grandes personnes, des grandes personnalités de la photographie qui l'ont encouragée, qui l'ont aidée, qui ont partagé leur savoir, donc pourquoi ne pas le faire également? C'est quelque chose de vraiment, c'est une valeur sûre en fait, qu'on ajoute à Bunny. En fait. Voilà, et on sait que pour cette exposition, elle a reçu la visite de plusieurs autorités, notamment le ministre des PME qu'on a pu voir en image, mais également le ministre de l'économie numérique, de la communication et des arts et de la culture, notre ministre de tutelle. Mais c'est pour dire en fait que le gouvernement semble enclin à encourager un peu plus les talents gabonais en matière diverses notamment. Ils en ont de la matière de toute façon, donc obligés d'accompagner ce genre d'initiative. Voilà. Merci beaucoup Rona. Vous gardez la surprise pour vendredi ou bien vous trahissez le secret maintenant? Non, du tout. On reste dans le domaine du mystère. Voilà, donc mystère. Rendez-vous avec Rona Charline Mwikonde vendredi. C'est donc le lundi, le mercredi et le vendredi que vous aurez droit à votre rubrique découverte. Qu'est-ce qu'on découvrira? Gros point d'interrogation. Pour le moment, la dernière rubrique de cette émission, l'instant LAL. À tout de suite. Que signifie avoir l'eau à la bouche? Pour moi, l'eau à la bouche signifie le goût, l'envie, le plaisir. C'est tout, quoi. Avoir de l'eau à la bouche, je dirais que c'est avoir un avant-goût de quelque chose, un mijotage de quelque chose, je ne sais pas. Comme essayer de manger un plat et avoir la saveur d'abord. Pour moi, c'est ça, avoir de l'eau à la bouche. Avoir l'eau à la bouche, c'est la sensation que l'on éprouve lorsqu'on est face à quelque chose qu'on apprécie. Comme un peu saliver devant un plat savoureux. Le mot qui signifie avoir l'eau à la bouche, c'est un mot, bon, par exemple, avoir l'eau à la bouche, je prends un exemple. Par exemple, si la personne a peur de parler des choses que, les choses qu'on lui reproche, par exemple, par exemple de mentir, de ne pas dire des choses qui sont justes, de la vérité, de toujours cacher toute la vérité. Et d'avoir peur aussi de ne pas dire des reproches que, par exemple, l'un de ses proches lui fait, lui reproche, il aime toujours mentir, dire la vérité, quoi. N'importe où dire en quelque sorte, le mensonge, dire toujours le mensonge, ne pas dire la vérité. Oui, c'est avoir une envie de vouloir manger quelque chose, enfin. Hein? Je pense que c'est ça. Avoir la bouche. Peut-être ça peut signifier le fait de... je sais pas, de ne pas avoir les pensées pour parler, c'est tout. Peut-être le fait de dire avoir l'eau à la bouche. Par exemple, si nous sommes là juste en face, je vous dis j'ai l'eau à la bouche et tout simplement que je ne peux pas parler. Parce que lorsque nous avons l'eau à la bouche, je ne sais pas qui va me dire, quel être humain qui va dire que là je peux parler, avoir l'eau à la bouche. Donc c'est un peu ça, quoi. Ça, avoir l'eau à la bouche, c'est avoir envie. Une envie forte de quelque chose. Peut-être que ça soit la nourriture ou la boisson, je ne sais pas. Avoir de l'eau à la bouche, moi je pense que ça veut dire avoir quelque chose à dire. Ou bien il y a quelque chose à vous proposer que je dise autre chose. Avoir de l'eau à la bouche, franchement je reste sur cette idée. Hein. Et
bien sûr, comme d'habitude, on a envie de dire là, c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concernait ce que nous avions prévu pour vous, pour l'entre-deux. Les programmes à suivre sur votre chaîne Gabon Première. Tout de suite après l'entre-deux, vous aurez droit à la course de ce jour, l'étape de ce jour concernant la Tropicale Amissa Bongo qui a démarré le 15, on le précise. Et à 17h, n'oubliez pas, c'est aujourd'hui qu'est lancée véritablement la Coupe d'Afrique des Nations messieurs de handball. Et donc la cérémonie d'ouverture aura lieu du côté du Palais Polyvalent des Sports à Petit Paris à 17h, suivi bien sûr à 18h30 de la rencontre du groupe A opposant le Gabon au Congo. Allez les Panthères! On remercie également toute l'équipe technique et l'habilleuse Africa Line de Adeline Akunkpe qui nous accompagne régulièrement. On pense aussi à faire un clin d'œil à notre confrère, à notre frère également de cette maison, le présentateur bien-aimé de la matinale, Rodriguez, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Rodriguez Mukwanza. On espère donc que cette année t'apportera tout ce que tu n'as pas eu l'année précédente, surtout, pourquoi pas, des enfants et de l'argent, on en a bien besoin. C'est tout pour cette édition, portez-vous bien, on se retrouve demain toujours avec le même plaisir sur Gabon Première. Au revoir à tous.